Ad Aragorsa, prima liberata dalla sommacchia, in resistenza armata, ricevia l'alleati d'ogni nome, ogni casata. S'americani, tutti giovanuttoni, son nero bianchi, portano no galloni, soppe parte per Cassino, a fattage i cannoni. Cette carte américaine de la guerre montre l'enjeu stratégique de la Corse pour attaquer l'Italie voisine. La Corse, occupée par les Italiens et les Allemands, s'est libérée elle-même à la fin de 1943 et a connu ensuite une histoire étonnante que l'on se raconte de génération en génération, dans tous les villages, dans toutes les maisons. Tout ça me concerne, moi, et me touche, parce que d'abord, nous, on n'a pas la mémoire courte, les Corses. Vous le savez, vous la connaissez quand même un petit peu. Et donc, ça nous concerne. En plus, je suis fils de militant communiste, moi. Les miens sont morts dans la résistance, par ici. Et donc, le souvenir des Américains nous concerne, nous touche profondément. Parce qu'ils nous ont, comme je dirais, ci hanno cacciato avant, mais ils nous ont rassasiés. Ils nous ont habillés, ils nous ont vêtus. Et ils nous ont fait parcourir plus d'un siècle. Américains. Quelle épopée alors. J'allais sur mes 13 ans. Durant toute la matinée, une escadrille de petits coucous marqués de l'étoile blanche aspergea copieusement au DDT les basses terres, là où naissait et se développait l'anophèle, vecteur de l'antique malaria. En quelques jours, les Américains avaient tout nettoyé. Les boys pouvaient rappliquer. Les boys arrivent en 1944 pour construire partout des pistes d'atterrissage. Disons plutôt les cowboys. Ils commencent par ravager le paysage. Sono miracoli, sono cose d'un altro mondo. Ce sont des choses d'un autre monde, c'est ce que s'écria un vieux muletier. Un vieux muletier qui, voyant passer un engin de terrassement énorme, un engin démesuré. Les anciens commençaient à serrer les dents devant ce saccage, vous savez. Et certains ont failli décrocher le percussion, oui, mais il faut dire, oui, ils n'y allaient pas de main morte, les ricains. Hein. C'est la guerre, voilà, c'est la guerre. En quelques semaines, toute l'île fourmille d'avions, servie par des dizaines de milliers de pilotes et de mécaniciens. La Corse est devenue le plus grand porte-avions du monde. Tous les navires de guerre américains portent le préfixe USS, United States Ship. C'est pourquoi un historien corse a appelé son livre USS Corsica, le porte-avions insubmersible. Le 57e Bombing était dans mon village. Enfant à 6 ans, habitant la maison de mon grand-père, tous les jours, je voyais ce balai de bombardiers, métallisés ou sombres en fonction de leur camouflage. Je suis là à l'âge de 6 ans. Le 25 décembre 1944, quelqu'un m'a pris en photo. Et je n'oublierai jamais cette phrase de ce crew chief qui m'a dit « Dominic, don't let die our story with us ». Ne laissez pas notre histoire mourir avec nous. Nous allons vous raconter l'aventure d'une base parmi les autres, celle d'Alto. Alto, c'est le nom d'une rivière qui passe près du village de Folelli. Le Fiume Alto, le fleuve Alto, la rivière autour de laquelle sont établies les bases, plus loin la piste, c'est ici que viennent se baigner les pilotes américains. Les fantômes de 1944.
On a un document qui montre un de ces pilotes qui écrit sur une pierre plate. Love me as sweet as you can and say you love me too. Début mars 1944, le 57e groupe de chasse américain atterrit à Alto avec ses P-47 Thunderbolt, la foudre, pour protéger et soutenir l'effort de guerre allié en Italie. Presque aussitôt, atterrissent des aviateurs d'un autre genre. Ils n'ont pas d'armes, mais des boîtes de pellicules, et même celui de droite porte un clap, une tablette d'identification sur laquelle on peut lire Wyler et Sturgis, les noms de metteurs en scène de Hollywood. William Wyler réalise des films comme Les Hauts de Hurlevent ou plus tard le fameux Ben-Hur couvert d'Oscars. Il est mobilisé dans l'aviation en 1942 pour réaliser un grand film sur les bombardiers. Ce sera Memphis Belle, l'histoire d'un B-17 forteresse volante dans l'enfer de l'Allemagne. Avec sa joyeuse équipe de caméramens intrépides, il est ensuite chargé, après les bombardiers, de célébrer les chasseurs. Les cinéastes sont envoyés en Corse, à la grande surprise des pilotes du 57e groupe, qui vont jouer les vedettes. Ce sont ces pilotes que nous avons retrouvés. Ce film leur est dédié. Beaucoup ont disparu dans la bataille pour notre libération ou au terme d'une vie tranquille dans le Middle West. Quelques-uns ont participé à notre film. Wyler ne restera pas longtemps en Corse. C'est John Sturgis, plus tard oscarisé pour Un homme est passé ou La grande évasion, qui prendra les choses en main. Il fait installer des caméras partout avec des kilomètres de pellicules couleur. Les Américains ont les moyens. Ils vont nous donner des prises de vue aériennes époustouflantes. Nous avons retrouvé ce tournage, ce que nous appelons les roches, le matériel brut original, qui a servi de base au film de Wyler, Thunderbolt. Le film sera présenté après la guerre par une star de l'époque, James Stewart. Thunderbolt was made in 1944. That's ancient history. It was made about one fighter-bomber group in the Italian campaign. It happens to be an American group. But the same story could well be told of the Royal Air Force groups which participated so gallantly in the same air offensive. As a matter of fact, the story belongs to all men who fought for freedom and did it a long way from home. Nous avons réussi à dire qu'en Corse, il y avait des Américains, des Australiens, des Rhodésiens, des Anglais, des Français, mais des gens qui n'ont pas trop parlé. C'est quand même dommage, il faut raconter leur histoire. 2 mois après les Américains, s'installe sur la base d'Alto la 4e escadre de chasse française. Beaucoup de pilotes sont des rescapés de la défaite de 1940 quand l'aviation s'est repliée en Afrique du Nord. Ils sont revenus dans la guerre contre l'Allemagne. D'autres se sont évadés de France, certains viennent déjà des écoles américaines. Tous volent maintenant sur P-47 Thunderbolt. Le groupe de chasse Lafayette est l'héritier d'une tradition qui remonte à la guerre de 14 et Guinemer, avec ses 2 fameuses escadrilles, les Cigognes et les Sioux, ornées d'une manière assez bizarre pour l'époque d'une croix gammée, symbole universel détourné par les nazis. Nous avons retrouvé 3 pilotes d'Alto,
ils ont volé ensemble. Pierre de Lachenal, Pierre Molandi, Jean Gisclon. Je suis arrivé avec mon groupe, avec le groupe Lafayette, le 30 avril 1944. C'est le premier groupe de P-47 qui est parti d'Afrique du Nord pour être affecté à Alto. À Alto, alors là, il n'y avait rien du tout. On s'est posé sur une piste qui était en latérite, avec des alvéoles pour les avions autour. Les Américains, en particulier le colonel Knight, qui commandait le 57e groupe, nous ont demandé de nous installer en dehors du terrain. Sous la tente, avec Gisclon, avec, oh, je sais plus, les noms maintenant, ils m'échappent un peu, mais il y avait Fariol, Honora, un garçon qui s'appelait Barrère, qui s'est tué là. Il y avait Roger Recevaux, bien sûr. Roger Recevaux, chaque fois qu'il rentrait de mission, il rentrait avec des trous. Nous avons un plan, mais on pense que c'est Recevaux, avec le gouvernail qui est carrément à 90 degrés. Vous avez vu là? Je sais, moi je l'ai vu rentrer avec un obus dans le moteur. Ça c'est sûr. Mais Gisclon nous a dit c'est impossible de voler comme ça. Ben oui, ben oui. Vous savez, Roger, on l'a connu 20 ans plus tard, ou 15 ans plus tard, au centre d'essai en vol. Il faisait des choses assez curieuses. Hein. Et il a pris des risques extraordinaires. Mais là, vraiment, comment il a pu rentrer avec cette queue comme ça en... Vous savez bien des forteresses qui rentraient avec 2 moteurs en moins, et ils rentraient quand même. Hein. Les pilotes français partagent des conditions de vie américaines, parfois étonnantes pour eux. Ce dont je me souviens très bien, c'est les toilettes. Il y en avait 8 à côté, et puis 8 de l'autre côté, et on se trouvait dos à dos pour faire les opérations. Alors, au début, les Français, ils y allaient à 1h du matin, mais au bout de peu de temps, il a fallu s'y faire, parce que les Américains, ils s'installaient là, ils prenaient un journal où ils discutaient, et ils étaient parfaitement à l'aise, comme si on était autour d'une table de réunion. Dès l'instant où l'armée française est en guerre, tout s'arrête. Il n'y a plus rien qui marche. C'est bien comme ça. Hein. Bon. Chez les US, au contraire, il y a le PX, etc. On était entièrement habillés en américain. On avait presque des galons américains. J'avais une petite carte, malheureusement je ne l'ai plus, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, qui disait le sergent Molandi, actuellement servant dans les forces armées américaines, a le droit à la considération. Gna, gna, gna. Bon, avec cette petite carte, on allait au PX où on achetait des cigarettes, du chewing-gum, une chemise, des caleçons, des chaussettes. Des chaussettes. Les chaussettes dans l'armée de l'air française, on vous en donnait 2 paires et en général trouées. Tandis que là, on pouvait acheter des chaussettes neuves pour pas cher. D'ailleurs, on ne voit pas pourquoi l'armée française nous aurait fourni des draps. Ça n'existe pas dans l'armée française. Là, les douches organisées par les Français, il fallait aller chercher de l'eau. Chez les US, on est hygiénique. Les Français n'y pensaient jamais. Et les Américains y pensaient tout le temps. Et leur nourriture. Un rêve. J'ai encore le goût. J'ai encore le goût de ce pain d'une blancheur étonnante. Et puis, un souvenir marquant. Je revois le visage de ce vieux colporteur au ventre creux, qui, ma mère, avait offert quelques tranches
de ce pain blanc. L'homme était au bord des larmes. Voilà le souvenir pour moi. Un ricordo bene, le pain. Un ricordo bene. È un po' più bello. What I wouldn't do for a little more. Une telle manne ne peut qu'attirer de multiples convoitises et entraîner le marché noir. Les caméramens de Wyler ont beau tourner comme dans un film ethnographique, la réalité est beaucoup plus violente. Les camions américains redoutent de s'engager sur les petites routes corses. Les sous-bois sont propices aux embuscades et les camions disparaissent avec leur chargement, parfois des armes et des munitions sans doute encore utilisables aujourd'hui. Parfois, les chauffeurs revendent leur cargaison. Les choses étaient allées un peu trop loin. À un moment donné, on n'arrivait plus à savoir qui était qui. Si c'était la personne que vous aviez en face de vous, si c'était un soldat américain, s'il ne parlait pas, ou si c'était un berger. Tout le monde était habillé à l'américaine. Parce qu'ils achetaient beaucoup de choses chez les Américains et stockaient. Après la military police, ils sont venus, ils reflètent tout, oui. Ils reflètent tout, oui. Et puis, comme souvent, les choses s'arrangent souvent chez nous, et puis tout rentra dans l'ordre, et puis le trafic, et le tout repris de plus belle. C'était ça, l'épopée corso-américaine, c'était ça. John Sturges tourne avec une sorte de jubilation. Ces jeunes hommes sont les rois du ciel. Les avions de chasse, c'est comme les femmes. Vous devez les aimer. Votre premier amour, c'est toujours le plus beau. Et c'était ça, mon premier amour. Quand je suis arrivé, directement des USA en Corse. Le voilà, à 20 ans, le lieutenant Steve Bettinger. Son nom est inscrit sous le cockpit avec déjà une croix noire, une marque de victoire. C'est sa première guerre, mais pas la dernière. Il se battra en Corée et au Vietnam. 30 ans de combats aériens. Steve sourit parce qu'il n'en revient pas d'être encore vivant. Combien sont morts de ses copains de l'université, comme Bill Drenick, avec qui il était parti rejoindre la base d'Hartford, le grand centre d'entraînement de la Nouvelle-Angleterre. Bill avait emmené sa raquette, mais il avait vite abandonné ses illusions. Un apprentissage de début très rude, quelques semaines pour devenir un pilote et découvrir ensuite leur avion de guerre, le Thunderbolt, le plus gros avion de chasse du monde, avec le moteur le plus puissant, le Pratt & Whitney de 2000 chevaux, et une puissance de feu sans égale, 8 mitrailleuses de 12-7, 4 par aile, avec 3400 cartouches. Le premier contact avec le monstre est très impressionnant. Il faut apprendre en quelques heures un fonctionnement des plus complexes. Et le grand jour arrive. Il faut faire décoller les 7 tonnes de l'engin, le maintenir un peu en l'air et se poser sans trop de casse. Alors tous ces officiers viennent vous féliciter. Bravo Bill, vous partez demain. Et Bill Drenick s'est retrouvé à Alto. À son premier décollage, il s'est planté. Aujourd'hui, dans la plaine d'Alto, un feu de broussailles rappelle étrangement celui de 1944, d'où fut sorti le corps carbonisé
de Bill Drenick. Le décor du drame, une crête qui ressemble au sein d'une femme. San Angelo, la montagne des anges, le point de repère des pilotes pour atterrir. La piste est faite en bordure de montagne, sur une sorte de plaine alluviale. De part et d'autre de la piste, vous aviez les parkings des avions et les groupes étaient affectés. Le 65e, 66e, le 64e. Le 64e Squadron, ce sont les Black Scorpions, les scorpions noirs. Le 66e, les Exterminators. Et le 65e, les coqs de combat, avec par conséquent comme mascotte un volatile appelé Uncle Bud. L'insigne est peint sur tous les avions du Squadron, sur la porte du mess, et sur le bar, où les chevaliers du ciel sont censés passer leur temps comme dans tous les films d'aviation. Les cinéastes y tournent donc beaucoup, et c'est là qu'ils découvrent ce qu'ils cherchent depuis le début. Un personnage marquant. Et pourtant, il semble effacé, il n'a pas de galon visible, il rigole avec les autres. Wyler et Sturgis vont en faire la vedette de Thunderbolt. And his Italian general's trailer, Gil Wyman, Louisville, Kentucky. Hardly looks old enough to vote, but he's boss of a squadron. He signed his letters, Gilbert O. Wyman, Lieutenant Colonel, Air Corps, commanding. The old man. He's 24. Suite du tournage dans le bar. Sturgis crie « Action !» Au premier plan, le meilleur ami de Wymond, le lieutenant James Hadnot, revenu pour nous dans ce bar de l'escadrille conservé au musée de l'aviation d'Hartford. James Hadnot montre sa photo préférée avec Wymond au bar. C'était, dit Hadnot, le meilleur des commandants d'escadrille. Parce que, pour nous conduire au combat, il faut donner l'exemple. Comme un chef indien, Wymond a peint son avion aux couleurs de guerre. Il l'a appelé Hun Hunter, le chasseur de Boche. Wymond est conscient des faiblesses de son équipe. Ils sont vite désorientés. Il est leur berger. Il leur apprend à ne pas toujours faire ce que le commandement ordonne. Les Américains sont des gens extrêmement rigoureux dans l'application des règles qu'ils ont définies. Alors, en école, on apprend une manière de travailler, mais ensuite, quand vous êtes sur un terrain avec beaucoup de flaques, si vous repassez 2 fois ou 3 fois de suite au même endroit, il est évident que la moitié va y rester. C'est ce qui est arrivé à l'accordéoniste. Wymond apparaît en haut à gauche avec son verre pour animer l'ambiance. Mais quelques jours après le tournage, il signe la lettre destinée aux parents de l'accordéoniste. J'ai le regret de vous informer que votre fils, le lieutenant George C. Lovato, est missing in action, porté disparu. C'est la plus triste de ses tâches. Le reste du temps, il prépare sans relâche ses hommes. Ce jeune homme de 24 ans est adoré par ses pilotes et ses mécanos. C'est à cause de lui que ce film se tourne avec le 65e Squadron. Il va en faire un redoutable instrument de combat. Il est aidé par un brillant technicien, le chef armurier du Squadron, Bill Hahn. Le lance-bombe du P-47 a été inventé par Wyman. Il a changé la guerre parce qu'il a fait du P-47, qui était, au départ, un chasseur d'escorte, un véritable bombardier en piqué, le plus désastreux instrument de mort pour les Allemands.
le P-47 était devenu plus efficace que le Stuka, le bombardier allemand de sinistre mémoire. Le P-47 était devenu le Stuka américain. Wymond peut désormais partir en guerre. Sono americani, tutti giovanuttoni, sono nero-bianchi, portano no galloni, so per parte per Cassino, a fattagge i cannoni. Se barratato tanto in franca amicizia, o è pustimmi per pane di delizia, di panni e di scarpi noi ce n'è stata una divizia. Serra